Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet événement en direct souhaité par AG2R La Mondiale. Vous êtes déjà plus de 200 à être connectés, je vous remercie pour votre ponctualité. Voilà, c'est l'habitude de la radio qui nous fait dire que nous allons tenir aujourd'hui en digital cette conférence à laquelle tenait le directeur général d'AG2R La Mondiale à nos côtés, André Renaudin. Bonjour André. Bonjour Wendy. Il y aura de l'échange ce matin un petit peu comme une émission radio, comme une émission format web télé. On s'adapte aussi aux circonstances sanitaires, mais vous avez souhaité justement que l'on aille à la fois en profondeur sur des études très didactiques que vous avez commandées pour comprendre nos rapports, nous, Français, confinés, tendus, inquiets parfois vis-à-vis de l'épargne, de notre protection sociale, des questions de retraite, bien évidemment, de notre dépendance. Je vous interroge vous-même d'ailleurs, est-ce que vous êtes dans une préservation de votre épargne, dans une consommation telle que souhaitée par le gouvernement? De tout ça, nous discuterons. On est vraiment dans des sujets de société aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir vous dire que vous pouvez, dans ce format interactif, réagir, d'ailleurs tout à fait en direct, sur le hashtag protection sociale sur le site de l'AG2R La Mondiale, sur le réseau Twitter aussi de cette grande institution. Des inquiétudes, des attentes qu'on va bien étudier à travers deux études que on va vous révéler dans quelques instants. Études IFOP-SECOP pour le Cercle de l'épargne et pour Amphithéa qu'on va analyser avec vous, messieurs. Jérôme Jaffray, directeur du Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique, le SECOP. Bonjour Jérôme. Bonjour Wendy. Et avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Bonjour à vous. Bonjour Wendy. Soyez les bienvenus pour cet événement qui commence avec vous, André Renaudin. Pourquoi d'abord ces deux études conjointes et qu'attendez-vous au fond de cette matinée d'échange ? Il s'agit effectivement d'une question de société. La protection sociale doit passionner les Français parce qu'il n'y a pas un jour sans que la presse grand public ou les médias grand public ne traitent d'une de ces questions. La santé, la retraite, vous les avez évoquées. C'est probablement parce que la loi de financement de la sécurité sociale a pris le pas peut-être sur la loi de finances. Je vois que les questions sont beaucoup plus traitées que les questions budgétaires. Il y a bien sûr de temps en temps des épiphénomènes fiscaux. Mais on a vu cet été l'engouement des Français, des parlementaires pour la création de la 5e branche de sécurité sociale, ce qui est aussi un signe très très fort. Et justement, la sécurité sociale vient de fêter ses 75 ans. Oui. Les ordonnances de 45 sont datées d'octobre. Voilà. Eh bien, la sécurité sociale à 75 ans est toujours vigoureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. La protection sociale complémentaire également. Et ce sont des questions qu'il faut traiter. Et c'est bien pour cela que déjà en début d'année, au regard des enjeux réglementaires, des enjeux de concurrence qui sont liés à la loi Pacte qui entre en vigueur, nous étions convaincus qu'il fallait compléter les quêtes annuelles, les Français, l'épargne et la retraite, menées par le Cercle de l'épargne et Amphithéa en partenariat avec AG2R La Mondiale. C'est pour ça que Jérôme Jaffray est avec nous dans cette étude qui a été complétée parce qu'il faut avoir, surtout en cette période de confinement où, vous l'avez dit, beaucoup de sujets réémergent ou se renforcent, etc., complétée par un panorama plus complet. C'est bien l'objet de la deuxième étude auprès des entreprises, auprès des travailleurs non salariés, entreprises, TPE, PME, plutôt que grandes entreprises. Mais il faut avoir une vision complète. Et c'est le consultant en sociologie Alain Mergier qui nous rejoint dans quelques instants pour nous. Après Jérôme, c'est effectivement Alain Mergier qui le présentera. Alors je rappelle le contexte. J'ai déjà évoqué la loi Pacte qui prévoit une assez profonde évolution de notre système d'épargne-retraite. La réforme des retraites elle-même est toujours annoncée. Et enfin, je viens de l'évoquer, un projet de loi grand âge et autonomie avec cette création d'une 5e branche de sécurité sociale. Tout cela n'est pas rien dans notre pays et pour nos concitoyens. Voilà, et donc à ces évolutions qui sont structurelles, parce que toutes ces questions sont structurelles indépendamment de la pandémie et de ses conséquences humaines, sociales, économiques et financières qui le renforcent probablement, bien, ça nous a obligés, pensions-nous, à un nouveau regard et un regard d'ensemble sur ces questions. Et il est important de les partager tout simplement avec nos assurés et avec tous les auditeurs qui voudront bien s'y intéresser ce matin. Voilà, donc vraiment merci à toutes et tous de partager ce moment. Merci à vous. Alors on va tenir cette discussion pendant 1h30, une première heure assez dense justement. Vous nous livrerez les conclusions dans quelques secondes de cette enquête. Et je signale qu'au terme de cette première heure, vous allez pouvoir réagir en direct. On va accueillir également 3 grands témoins, à la fois du monde de la banque, Daniel Cariotis, directeur général de BP Ora, du monde de l'observation justement de ces comportements, de la retraite, de la protection sociale, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP que vous connaissez peut-être, et puis Maëlle Bernier qui dirige
qui est porte-parole du site meilleurtaux.com, qui s'intéresse aussi au comportement des Français dans l'investissement immobilier pour l'essentiel. Alors, Jérôme Jaffray, je vais vous donner la parole parce que ce qui est très intéressant, vous qui faites des études très régulièrement, c'est que là, pour le coup, vous avez dû faire un premier sondage avant confinement, un deuxième sondage après confinement, pour comprendre justement comment le regard des Français évoluait par rapport à la protection sociale. Alors ça, c'était un petit peu inédit déjà dans le contexte. C'est effectivement tout l'intérêt de l'étude, tel que André Renaudin vient de nous l'expliquer. Il y a les temps ordinaires. On fait une enquête annuelle avec le Cercle de l'épargne et Amphithéâtre chaque année depuis longtemps pour suivre effectivement les Français sur l'épargne, la retraite et la dépendance qui effectivement y a été ajoutée au fil du temps. Mais on vit des temps extraordinaires au sens littéral du mot, c'est-à-dire la crise sanitaire et sa violence et l'arrêt de l'économie pendant des périodes, l'arrêt en partie de la vie sociale et le fait aussi que les Français, la plupart des Français ont vu leurs revenus garantis pendant cette période, le quoi qu'il en coûte du président de la République. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions, l'épargne et la protection sociale, on est vraiment au cœur absolu de l'actualité. L'intérêt aussi de notre étude, si je puis le souligner, c'est qu'elle a été faite à un moment charnière. Elle a été faite début septembre auprès d'un échantillon représentatif de la population française, 1008 personnes. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire qu'on n'a pas interrogé que des épargnants ou que des retraités ou futurs retraités. Ouais. On a interrogé l'échantillon représentatif dans toutes ses composantes d'âge, de profession et bien sûr géographique. Mais c'est le moment charnière, début septembre, parce qu'on est sorti du confinement du printemps, on est reparti, on a cru. Beaucoup de Français ont cru que la crise sanitaire était un peu derrière nous. Et donc, nous analysons à ce moment-là leur regard sur les problèmes d'épargne et de retraite à un moment où ils sont en perspective de se dire on va sortir. Et puis, je pense que l'étude que nous ferons sans doute en début d'année prochaine, comme chaque année, alors elle nous permettra de voir ce qu'il en est du deuxième confinement. Oui, et comment on gère un risque, une menace qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que ça a donné dans le comportement des Français que vous avez sondés vis-à-vis de leur épargne ? Fourmis, cigales, un petit peu des deux. Qu'est-ce que vous constatez, Jérôme Jaffray ? C'est bien le mot, fourmis et cigales à la fois, c'est sûr. Il faut dépasser les apparences. C'est l'intérêt des enquêtes, parce que sinon, vous dites, c'est évident, l'épargne, c'est les gens qui ont les moyens d'épargner, qui ont épargné. L'épargne, c'est les revenus des plus aisés. Mais quand on regarde dans le détail les résultats, qui a épargné ? Je ne parle pas là des volumes d'épargne. C'est évident que ceux qui ont beaucoup plus d'argent peuvent mettre plus d'argent de côté. Mais qui a épargné ? Dans le détail, on s'aperçoit que même des revenus modestes, il y a 22% des Français qui déclarent avoir épargné plus que d'habitude durant la crise de printemps du coronavirus. Puisque maintenant, il faut distinguer la crise de printemps et la crise d'automne. 22% des Français, mais même les revenus faibles, il y a une proportion non négligeable qui a épargné plus que d'habitude. Les jeunes, c'est intéressant. On dit les jeunes en général. Il y a plusieurs jeunesses. Et il y a une jeunesse qui a l'habitude de sortir, de consommer, etc., et qui n'a pas pu le faire pendant la période de confinement et qui, du coup, a pu épargner, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et puis, là, vous avez entièrement raison, Wendy, il y a une France qui a été touchée par cette crise du coronavirus. 20% des Français déclarent avoir épargné moins que d'habitude. C'est-à-dire qu'ils sont directement victimes. Et là-dessus, par exemple, vous avez un taux beaucoup plus élevé chez les commerçants et artisans qui, eux, sont directement impactés et le sont toujours aujourd'hui. Philippe ? Oui, entre l'enquête et la réalité du terrain, il y a une concordance extrêmement importante. Les Français ont épargné depuis donc, le mois de mars, en plus de ce qu'ils épargnent traditionnellement, entre 50 et 60 milliards d'euros. C'est une somme conséquente. Sur l'ensemble de l'année 2020, on s'attend à une épargne au total de plus de 200 milliards d'euros. L'année dernière, en 2019, c'était 140 milliards d'euros. Il faut savoir que d'ailleurs les Français épargnent de plus en plus année après année avec ou sans crise sanitaire, parce qu'il y a le vieillissement de la population, parce qu'il y a une anxiété croissante, et évidemment la crise sanitaire a mis une dose inimaginable d'anxiété et d'angoisse, et on le retrouve à la fois dans les statistiques officielles et à la fois dans le sondage. C'est vrai que 22% déclarent avoir épargné plus. Ça correspond grosso modo en fait à cette population qui épargne déjà beaucoup. Et donc ça a conforté évidemment cette tendance. Pour les jeunes, Jérôme a indiqué clairement qu'on a une population qui peut être à la fois donc dépensière sur les loisirs, sur les spectacles, sur les déplacements, et donc qui a été contrainte évidemment de revoir son budget.
Et puis, il y a également le fait que certains jeunes ont dû vivre leur confinement chez leurs parents et ont fait des économies. Par ailleurs, certains jeunes, évidemment, donc, sont en CDD, en intérim. Et ils ont épargné par crainte de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, il y a également ces phénomènes. Au niveau des statistiques officielles, on voit, que le livret jeune, qui était un produit en déshérence, a connu une collecte positive du mois de mars jusqu'au mois d'août, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Et on a le même phénomène sur le livret d'épargne populaire qui est réservé aux Français les plus modestes. Pareil, c'était un produit qui était à l'abandon, qui était en décollecte et qui a connu depuis le mois de mars une collecte positive. Donc une vraie rupture à ce niveau-là, ce qui traduit bien, comme l'a dit Jérôme, que toutes les catégories sociales ont épargné pendant cette crise, à l'exception des indépendants, artisans, commerçants qui sont évidemment les plus frappés par la crise. Oui. C'est intéressant, c'est la distorsion qu'on a observée aussi entre l'incitation du gouvernement à consommer, souvenez-vous des discours officiels à partir du mois de mai, et le comportement des Français. Clairement, le rapport à la consommation a été modifié, vous le notez, Jérôme Jaffray. C'est effectivement un des éléments importants et dont il faudra mesurer combien il est durable, est-ce qu'il est vraiment installé. L'enquête, elle montre, l'épargne de précaution, elle a toujours existé et évidemment elle est amplifiée. Philippe Crevel mène des études du Cercle de l'épargne sur ce sujet très attentivement. Et effectivement, là je dirais, il y a une sorte d'épargne de distanciation qui s'est créée, un peu comme on parle de la distanciation physique pour se protéger du danger du Covid. Une épargne de distanciation, c'est-à-dire que évidemment, on s'est trouvé d'abord dans une période obligée, les commerces étaient fermés. Sauf pour pouvoir se nourrir, se soigner. Ça limite quand même énormément le champ de consommation, si je puis dire. Y compris sur la vente digitale. Oui, notre enquête, comme je l'ai dit, elle est de début septembre. C'est-à-dire, là, les commerces ont rouvert depuis la mi-mai. Oui. Donc, on ne s'attend pas à la violence de la deuxième vague qui va avoir lieu. Or, quand on demande pourquoi on a épargné plus ou autant que d'habitude, la réponse qui vient en tête, 38% des personnes interrogées nous répondent qu'ils n'ont pas envie de consommer, c'est ce qui les a poussés à épargner davantage. Et pas seulement des craintes diverses et variées. Pas envie de consommer. Et dans des catégories clés, les revenus élevés, les cadres supérieurs. Voilà. Ça a distancié par rapport à la consommation. Et du coup, quand on sortira de cette crise, car on finira par en sortir, ça interroge un peu tous les modèles de consommation jusqu'à présent. Est-ce qu'il faut repousser de la même façon les gens à reconsommer les mêmes choses ou leur offrir d'autres façons de consommer? C'est une des questions en profondeur que pose la crise. Ça veut dire qu'il y a une épargne, l'argent reste sur le compte courant ou il y a quand même une démarche d'épargne qui est différente, Philippe Crevel, là-dessus? Alors, c'est vrai que sur la consommation, on voit bien que les Français ont été dans une situation de renonciation à la consommation de manière forcée, de manière obligatoire. Et donc, c'est de l'argent qu'on ne sort plus. Donc ça a amené évidemment à une augmentation de l'épargne assez forte. Et c'est vrai que cette saison 1 du confinement a donné lieu à une augmentation du taux d'épargne tel qu'on n'en avait jamais connu. Un taux d'épargne de 27% du revenu disponible brut quand, logiquement, on est aux alentours de 15%. Et à ce niveau-là, les Français ont joué la sécurité, ont joué la liquidité absolue. Ils ont privilégié l'argent liquide pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il était difficile d'aller voir son assureur, difficile d'aller voir donc son conseiller financier, et donc on a laissé dormir l'argent essentiellement sur les comptes courants. Et l'enquête indique bien que 50% des Français déclarent avoir laissé leur argent sur les comptes courants. C'est énorme. Et c'est énorme. Et en valeur chiffrée, au niveau statistique, c'est 50 milliards d'euros de plus sur les comptes courants, et on atteint un encours de 461 milliards d'euros sur les comptes courants. Évidemment, record absolu. En 2008, avant la crise des subprimes, on était à moins de 200 milliards d'euros. On laisse des sommes de plus en plus importantes dormir sur ces comptes courants. C'est également lié au fait que les taux d'intérêt sont très bas et que l'intérêt de mettre sur le livret A n'est pas forcément important. Néanmoins, le livret A a quand même reçu donc 26 milliards d'euros, et c'est donc également dans le sondage, très clairement, le deuxième pôle de placement de l'argent, ça a été le livret A, bien avant l'assurance vie, où il y a simplement 11% des Français qui ont indiqué mettre de l'argent sur l'assurance vie, mais c'est assez logique.
Je l'ai dit, les conseillers en assurance pouvaient être fermés, pas accessibles. Et puis, c'est un produit de moyen et de long terme. Or, aujourd'hui, il y a une priorité absolue sur la liquidité, sur la sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'on opte pour les dépôts à vue, les comptes courants, les livrets A, les livrets bancaires, 16 milliards d'euros supplémentaires sur les livrets bancaires. Et donc, on a un scénario, on va dire classique, qu'on a connu lors de chaque crise, que ce soit en 2000, que ce soit après la bulle Internet ou que ce soit en 2008. Très intéressant, Jérôme. Oui, un mot encore sur les motivations, si vous permettez. Et je voudrais souligner là la merveille de notre modèle social tel qu'il existe. Et parce qu'on décrit beaucoup trop de choses en France en permanence, il faut souligner, quand on fait la liste, qu'est-ce qui vous a poussé à épargner pendant cette période, arrive les 2 dernières positions, la crainte de tomber malade, la crainte de perdre mon emploi. C'est assez extraordinaire quand on y pense, car c'est quand même les 2 craintes absolument fondamentales devant une crise sanitaire et la fermeture et l'arrêt de l'économie. Naturellement, on aurait pu s'attendre à ce que ça arrive en tête. Or, pas du tout, c'est l'extrême fin. Et on voit à quel point nous avons un régime protecteur, un régime bienveillant pour les gens, la santé. Alors bien sûr, c'est un extraordinaire défi pour les soignants, pour les hôpitaux, pour les médecins, pour les infirmières. Mais la prise en charge financière de la maladie, elle est totale. Si vous tombez malade, vous êtes totalement pris en charge dans cette situation. Et la crainte de perdre son emploi, là, il faut souligner l'effort exceptionnel de l'État. Le quoi qu'il en coûte a abouti, si vous voulez, à une situation de sécurisation individuelle des salariés. Alors, est-ce que ça peut continuer éternellement dans la durée? Non, il y a un moment où ça n'est plus possible. Mais en tout cas, c'est cool, la crainte de perdre mon emploi. Alors, il existe bien sûr un peu plus chez les salariés du privé, car c'est eux qui sont exposés que chez les autres, mais elle arrive quand même en dernière position. Donc, il y a un effort exceptionnel qui a été consenti dans un régime qui reste extraordinairement protecteur. Alors ça, je veux quand même le souligner, parce qu'on dit tellement que les Français sont malheureux, mécontents, des tas de choses. Il faut quand même regarder ça. Est-ce qu'on peut s'intéresser maintenant à la retraite? Parce que alors, la réforme des retraites, on en parle moins en ce moment, on l'a un peu suspendue dans le débat, mais le gouvernement maintient qu'il la fera bien. Les Français que vous avez sondés dans cet intervalle si particulier, qu'est-ce qu'ils vous en disent, Jérôme Jaffray? Alors là, nous avons un paradoxe qui est dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous assistons, on pose des questions sur la retraite depuis des années et on demande quel est le degré d'inquiétude. Est-ce qu'on estime, si on est retraité, qu'on dispose d'une pension suffisante pour vivre correctement, c'est l'expression que nous employons dans les enquêtes Cercle de l'épargne Amphithéa, ou si on n'est pas retraité, est-ce qu'on pense que quand on sera à la retraite, on aura une pension suffisante pour vivre correctement? L'inquiétude, elle est majoritaire sur la retraite. Le sentiment qui est que chez les retraités, eux sont assez satisfaits et les non-retraités sont très inquiets. C'est ça la caractéristique française, parce que les retraités ont en fait un haut niveau de retraite. André Renaudin, dans toutes ses interventions, ne cesse de le souligner, à juste raison là-dessus. Et ce qui est frappant dans la période où nous avons posé l'enquête, c'est que c'est une amélioration que nous constatons, moins d'inquiétude sur la retraite. Pourquoi ? Alors évidemment, l'interprétation est libre. Il me semble, si vous voulez, d'abord que les retraités, ils ont constaté quoi? Que malgré la violence de la crise, leur retraite était versée, normalement, tous les mois, dans les mêmes conditions. Et les futurs retraités, d'une certaine façon, sont un peu moins inquiets, tout en l'étant très majoritairement, mais avec le sentiment que, si je puis dire, dans cette affaire, c'est une sorte de revenu garanti. Et c'est d'ailleurs une erreur des Français de croire au revenu garanti. La retraite ne peut pas être un revenu garanti. Mais ils se sont dit, au fond, on est dans les difficultés, mais quand on sera à la retraite, on touchera des sommes sûres, alors que nous sommes dans une période où nous ne sommes plus sûrs de rien. La réforme des retraites, me direz-vous peut-être, Wendy, comme sujet, qu'en est-il? Où en est-elle, la réforme des retraites? Alors, un peu perdu, il faut bien dire. Oui, c'est plus l'urgence absolue, mais c'est un sujet perdu. De fond. Alors là, l'enquête est intéressante. D'abord, on voit pourquoi la réforme est tellement difficile à partir du moment où les Français ont cette perception du revenu garanti. Si vous détruisez le système pour en mettre un autre qui peut se justifier, le régime par points par excellence, vous inquiétez sur la notion de revenu garanti dans cette affaire. Et alors, le régime par points serait acceptable pour une majorité de Français, 50-50 en vérité. Oui.
C'est surtout les jeunes qui y sont favorables, parce qu'eux voient bien l'instabilité de leur carrière professionnelle qui s'installe, et donc le régime par points, finalement, permet de bâtir quelque chose progressivement. Mais ce qui rend la réforme extraordinairement difficile, c'est que les catégories qui, théoriquement, selon les pouvoirs publics, seraient les bénéficiaires du régime par points, parce que ça améliorerait leur situation, les femmes, les catégories les plus modestes, eh bien, figurez-vous que ce sont les plus hostiles à la réforme. Car au fond, la crainte de perdre quelque chose alors qu'on explique, mais non, il y aurait un bénéfice, est un élément qui est un frein aux réformes et qui rend les choses extraordinairement difficiles. Ouais. Philippe Crevel, là-dessus. Le problème de cette réforme, c'était le télescopage. Le télescopage entre la simplification, la rationalisation, la mise en place d'un régime universel par points qui avait été très bien compris par les Français pendant la campagne électorale de 2017. 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous. C'est quelque chose qui a été, on va dire, extrêmement bien intégré, qui a été un des facteurs de la victoire d'Emmanuel Macron donc en 2017. Et puis, là-dessus, c'est greffé la question de l'âge. L'âge d'équilibre qui a été indiqué à 64 ans. Or, pour les Français, ça dans nos enquêtes du Cercle de l'épargne, année après année, on constate qu'il y a un vrai rejet, un vrai refus de porter l'âge de retraite à 64 ou 65 ans de manière extrêmement majoritaire, sauf chez les retraités parce qu'ils sont déjà à la retraite. Mais pour toutes les autres catégories de la population, il y a un vrai rejet. On avait même interrogé il y a 2 ans sur l'idée de revenir à 60 ans. Et il y avait une majorité de Français qui souhaitaient le retour à 60 ans. Donc on voit que c'est un facteur évidemment de blocage extrêmement important. Et on voit bien que sur la réforme des retraites, dans le sondage qu'on vient de réaliser, si on enlève cette question de l'âge d'équilibre, évidemment, la réforme devient acceptable en tant que telle. Donc c'est le vrai sujet, c'est les 64 ans et il y a eu télescopage. Il aurait fallu certainement disjoindre les deux concepts pour permettre une rationalisation, une simplification que tout le monde, en fait, comprend à l'heure actuelle. J'imagine qu'André Renaudin aura un petit mot à nous dire sur le sujet, mais puisqu'on balaye les thèmes de société essentiels, celui qui vient après la retraite, c'est la dépendance. Jérôme Jaffray, Philippe Crevel. Est-ce que c'est une préoccupation grandissante chez les Français d'abord et que sont-ils prêts à consentir pour financer cette dépendance ? Pour la préparer, du moins. Très franchement, c'est un sujet délicat. Quand on a présenté les résultats devant André Renaudin et son équipe, André Renaudin s'étonnait que seulement 53% des Français se déclaraient préoccupés par la question de la dépendance. Oui. Et il disait, mais moi, je pensais que c'était la quasi-totalité. En réalité, j'ai réfléchi depuis à cette observation. Il y a une dimension psychologique, je veux dire. On n'a pas envie de penser à la dépendance. Et on n'a pas envie de penser à sa dépendance. C'est quelque chose qu'on repousse psychologiquement tellement... Parce que dans notre question, nous indiquions la dépendance, c'est-à-dire le fait de devoir être aidé pour s'habiller, se nourrir, enfin, c'est-à-dire vraiment très concrètement ce qu'est la dépendance. En situation donc de personnes très âgées qui sont dans ce genre de situation ou très malades. Donc, on n'a pas envie d'y penser. Donc, c'est un blocage psychologique qui fait que du coup, que moi j'ai le raisonnement inverse de celui d'André Renaudin, qui est de considérer que si 53% des Français se déclarent préoccupés, 70% des plus de 70 ans et même 48% des moins de 60 ans, moi je considérais que ce n'étaient pas des chiffres si négligeables que ça. Alors, ils sont inquiets pour eux-mêmes en partie. Une proportion est inquiète pour la perspective de la dépendance et surtout parmi les revenus élevés ou aisés, disons, assez large. Évidemment, pas seulement les plus riches, mais tous ceux qui ont, par exemple, les moyens d'épargner. Ils ont un taux d'inquiétude par rapport à la dépendance, tout simplement parce qu'ils pensent aux problèmes économiques que ça leur poserait et au fait, par exemple, de pouvoir avoir des gens pour les aider à ce moment-là, ne pas vivre dans une situation d'abandon ou de dénuement absolu. Donc, il y a une inquiétude plus grande. Alors, du coup, effectivement, vous posez justement la question, Wendy, que sont-ils prêts à faire par rapport à ce sujet si délicat ? Là, c'est le partage entre la solidarité et la prévoyance, pour venir à des thèmes fondamentaux sur lesquels André Renaudin serait bien sûr intarissable. 70% sont favorables à l'idée d'un contrat dépendance qui sera passé au moment du passage à la retraite. Alors, c'est un chiffre très important, me direz-vous. La vérité, c'est quand même que l'immense majorité voudrait que ce contrat soit facultatif.
Ce qui pose un problème simple, c'est que pour que ce type de contrat ait une valeur, il faut que suffisamment de gens le souscrivent pour qu'il puisse servir et être utile. Si vous faites un système dans lequel finalement seuls 5% des gens acceptent le contrat facultatif, il n'atteint pas un niveau économique qui permet de fonctionner. Donc c'est une affaire à suivre là-dessus. L'autre remarque, et je termine sur ce point, c'est que les gens les plus modestes sont les plus hostiles à l'idée du contrat. Tout simplement parce que eux, ils comptent sur la solidarité nationale et sur l'État pour qu'ils puissent vivre correctement une période de dépendance. Et ils se disent, si on me fait passer un contrat dépendance, premièrement, on va amputer ma retraite, et deuxièmement, l'État ne jouera plus son rôle de la même façon pour assurer la solidarité nationale. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le problème de la retraite. Les catégories qui pourraient être les plus bénéficiaires de certaines mesures sont parfois les plus hostiles. Très intéressant encore. Il y a beaucoup de choses à dire. Philippe Crevel, un petit mot avant de donner la parole à André. Oui, Jérôme a soulevé vraiment le problème numéro 1, c'est le problème de comment on gère psychologiquement la dépendance. Évidemment, c'est la fin de vie. Évidemment, c'est un moment extrêmement compliqué pour les enfants, les petits-enfants, pour l'entourage, pour le conjoint qui peut être concerné. Et on voit bien que l'idée que ce soit la collectivité publique qui se charge de cette fin de vie a longtemps prévalu en France. Et puis, il faut dire que les pouvoirs publics disent on va faire la grande réforme de la dépendance. Ça fait 15 ans qu'on attend la grande réforme de la dépendance. Donc, il y a l'idée l'État va s'en charger. Et c'est vrai que c'est difficile de faire passer le message qu'il faut que chacun puisse se prendre en charge en la matière, que on est dans un système où déjà les prélèvements obligatoires sont très élevés, où déjà en matière de protection sociale, on fait énormément, et la France est un des pays qui dépense le plus en matière de protection sociale. On est à 36% du PIB en protection sociale. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin et charger un peu plus le facteur travail au risque qu'il n'y ait plus de travail? Donc c'est des questions qu'on doit se poser en ce qui concerne la dépendance. Mais on est sur un problème éminemment psychologique et c'est extrêmement difficile, on va dire, à organiser. Philippe Crevel, Jérôme Jaffray, alors vous avez été évidemment très attentif à ces premiers résultats, André Renaudin, chez ces Français, travailleurs ou pas, retraités ou non. Qu'est-ce qui vous frappe très clairement à l'énoncé de ce constat ? Écoutez, en première réaction, je vois que le comportement des Français face à la crise que nous vivons et surtout à son traitement long, ça fait plus de 8 mois que nous étions entrés dans le premier confinement, est plutôt conforme à celui qu'on a constaté dans les précédentes crises économiques ou financières. Je pense à 2000 et 2008, et chaque fois on voit l'encours des liquidités qui augmente significativement. Et alors ce qui me frappe, pour répondre à votre question, c'est le paradoxe qui existe entre d'une part un système de retraite qui fonctionne bien, entre cette épargne de précaution massive qui vient d'être évoquée et qui a été constituée pendant tout le confinement, plus 50 milliards a été-il dit. Je crois que livret A, plus compte à vue, doit avoisiner les 1000 milliards d'euros désormais, toute l'épargne réglementée. Et puis d'autre part, ce sentiment de vulnérabilité qu'ont quand même les Français pendant la retraite, à l'idée de la retraite, etc. Je trouve qu'il y a un paradoxe entre une réalité objective et ce sentiment. Mais Jérôme Jaffray l'a dit, il y a une composante sociologique absolument fondamentale et je pense qu'Alain Mergier en dira un mot. Alors c'est vrai qu'avec ce confinement de début d'année, ce haut niveau d'incertitude économique et sociale a dissuadé les ménages de consommer. Ils se sont donc engagés dans une épargne de court terme et ne s'engagent plus à long terme. C'est de mise pour tous les concitoyens, je crois. Jérôme Jaffray a décrit toutes les classes, des jeunes et des moins jeunes. Voilà. Eh bien, avec cette deuxième phase de confinement qui percute les fêtes de fin d'année, je pense que ces tendances lourdes seront confirmées. Autrement dit, ce que nous voyons conjoncturellement pendant cette année ne fait qu'amplifier un sentiment assez fort. Et je pense que si le niveau de l'épargne peut baisser après la sortie du confinement, probablement une fois que des campagnes de vaccination seront lancées, il ne reviendra pas à son niveau initial et ça avait déjà été le cas en 2009, en 2012. Voilà, donc il y a un phénomène profond chez nos concitoyens. Et leur principale caractéristique est celle de l'épargnant, c'est la forte aversion au risque. Nous parlons là, dans ces 1000 milliards de placements immédiatement disponibles, sans rémunération certes, mais enfin sans risque non plus. Et l'assurance vie qui était la pierre angulaire, qui est toujours quantitativement en volume, la pierre angulaire du patrimoine des Français, eh bien en décollecte depuis le mois de mars. On sera probablement à la fin de l'année à un petit 10 milliards d'euros de décollecte. Oui.
Oui. mais sur un ensemble qui est vaste. C'est plus de 1600 milliards d'euros d'épargne d'assurance vie. Alors, parlons des retraites, parce qu'on a commencé d'évoquer le sujet avec Jérôme Jaffray et Philippe Crevel. Elle se fera, cette réforme, en tout cas dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut l'imaginer ? Alors, dans le contexte actuel, je veux dire, c'est vrai que les travaux du Parlement sont assez chargés. Il faut encore trouver la fenêtre d'ordre du jour dans le programme de travail du gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est que la retraite est depuis longtemps dans notre pays une préoccupation. Et pour l'anecdote, la mondiale avait été créée en 1905 par des patrons du Nord qui se préoccupaient de la retraite de leurs salariés. 1905, les ordonnances de 45 sont venues encore 40 ans après et de façon collective. Voilà, donc c'est un sujet de préoccupation, c'est un sujet d'intérêt et le cœur de toutes les lois qui se sont succédées ces dernières années repose toujours sur le choix qui a été fait à la Libération de la retraite en répartition plutôt que la réforme, la retraite en capitalisation. Alors ce choix a pu être questionné dans les années qui suivent et à la fin des années 90. En réalité, ça n'a jamais été remis en question. Voilà. Et je cite systématiquement l'article 1 de la loi Fillon, qui stipule que la nation proclame solennellement son attachement à la retraite par répartition au cœur, je reprends le mot, au cœur du pacte social qui unit les générations. On ne peut pas être plus clair, je crois. Et il paraît, ce qu'il apparaît, et Jérôme Jaffray l'a dit, c'est une certaine contradiction entre ce choix fondamental de la retraite en répartition et puis cette idée qu'une fois qu'on est retraité, les droits sont acquis, comme s'ils étaient capitalisés. Une contradiction assez profonde. Les retraités, il suffit d'écouter les gens, l'homme de la rue qui parlent. Les retraités prennent pour acquis irréversible leur niveau de pension, qui d'ailleurs a été garanti pendant toute cette année. Pandémie ou pas pandémie, baisse de l'activité ou arrêt de l'activité ou pas, les pensions n'ont pas baissé. Et tout ceci comme si c'était des droits à pension en capitalisation, alors qu'elle est en répartition et donc tributaire des cotisations des actifs. Voilà, c'est comme le gâteau familial. Une fois que les actifs ont acheté les ingrédients et puis ont fait le gâteau, et bien ensuite, la taille des parts est fonction du nombre de convives, tout simplement. Voilà, en répartition, on répartit. C'est une tautologie, mais elle n'est pas forcément bien comprise. Ils sont 600, puisque vous parlez de nombre, à nous écouter en direct, et je vous remercie. On parle évidemment maintenant de la dépendance, et la situation est très critique. On en a suffisamment parlé dans les EHPAD. Entre autres, qu'est-ce que cette crise, pour vous, a changé dans votre perception de la dépendance en France ? Parce qu'on a compris déjà comment les Français avaient du mal à se projeter dans un stade qui sera le nôtre. Alors, ce qui a objectivement changé, c'est que pour avoir été plusieurs fois annoncé, les premières annonces d'une 5e branche de sécurité sociale remontent au milieu des années 90, puis ça avait été annoncé en 2007, puis annoncé en 2012. Voilà, et maintenant, cet été, je crois à la quasi-unanimité, le Parlement a voté le principe d'une 5e branche de sécurité sociale liée à la perte d'autonomie. Alors, sans en préciser le contenu de façon très précise, cela reste à décider par le gouvernement. Le rapport Vachet est encore assez récent. Marianne Monchamp, la présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, y travaille activement, comme les ministres, comme le gouvernement et beaucoup d'entre eux. Mais il s'agit de deux choses, à mon avis, sur cette dépendance. Le premier considérant, c'est qu'après le baby-boom de 45, post-45, le papy-boom de post-2005, avec l'arrivée à la retraite des sexagénaires, eh bien, en 2025, cette même cohorte de nos concitoyens aura 80 ans et plus. Alors, je sais bien que beaucoup d'octogénaires seront bien portants et le resteront très longtemps, mais dans le portefeuille d'AG2R Prévoyance, l'âge moyen d'entrée en dépendance, c'est 80 ans. Voilà. Donc nous sommes à 5 ans d'un véritable choc démographique en la matière et c'est de cela dont il faut se préoccuper. Alors sur deux volets, on met beaucoup en avant souvent le financement. Je pourrais y revenir. Qui va le financer ? Jérôme Jaffray l'a évoqué entre les différentes catégories de nos concitoyens. Mais le vrai sujet, je pense, c'est logistique. Nous n'avons pas assez d'établissements, nous n'avons pas assez de personnel pour prendre en charge les personnes en situation de perte d'autonomie. Pas forcément en établissement, y compris à domicile. Je veux dire, quand on ne peut plus faire les actes de la vie quotidienne, il faut bien que quelqu'un vienne vous aider, ou alors quelqu'un vienne vous apporter les repas. Et ces personnels qui seront absolument indispensables dans notre société sont aujourd'hui trop peu nombreux, mal considérés,
certainement mal payé également. C'est un métier qu'il faudra revaloriser. Et puis surtout, il faudra former. Et nous sommes à 5 ans de cette échéance que j'appelais de choc démographique. André Renaudin, voilà pour cette première lecture, cette première étude. Jérôme Jappré et Philippe Crevel sont toujours avec nous. Vous allez réagir aussi, si vous le souhaitez, aux propos que va maintenant nous énoncer Alain Mergier. Bonjour Alain et merci de nous rejoindre. Merci de partager votre bibliothèque aussi en direct avec tous ceux qui nous suivent. Je rappelle le hashtag votre protection sociale si vous voulez réagir, chers amis, en direct. La réflexion avec vous, Alain Mergier, avec votre étude se prolonge pour ce qui est aussi du rapport des entreprises et des travailleurs non salariés à la crise que nous traversons, à leur épargne, à la retraite et à la dépendance. Vous avez évalué tous ces comportements. Dites-nous d'abord, Alain Mergier, dans quelle situation se trouvent aujourd'hui les travailleurs non salariés et les entreprises que vous avez sondées? Alors, au moment de l'enquête, c'est-à-dire après l'été, mais avant que la situation ne se dégrade à nouveau, 6 professionnels sur 10, professionnels, c'est-à-dire à la fois les TNS, les travailleurs non salariés et les entreprises, 6 professionnels sur 10 déclarent que leur activité est plus soumise à des aléas qu'auparavant. Donc il y a un sentiment de fragilité ou de vulnérabilité qui s'accroît de façon très générale. Aujourd'hui, il y a 3 familles d'inquiétudes qui empêchent les TNS et les entreprises d'envisager sereinement l'avenir de leur activité professionnelle. La première famille, c'est la crise sanitaire et ses conséquences pour 95% d'entre eux. La deuxième famille, c'est tout ce qui concerne l'instabilité réglementaire et sociale, et c'est cité comme cause comme ça d'inquiétude, cet ensemble-là, par 82% des personnes interrogées. Et enfin, l'accélération, tout ce qui concerne l'accélération des transformations actuelles du monde pour 64% d'entre eux. Qu'est-ce que vous entendez par accélération des transformations du monde? Comment vous leur avez défini? Alors, dans cette famille de risques, nous avons regroupé des items tels que les risques liés aux problèmes écologiques et climatiques, qui inquiètent d'ailleurs plus de 40% des personnes, la montée en puissance des GAFA, la rapidité des évolutions technologiques qui préoccupent plus de 25% quand même des personnes interrogées. Ouais, Jérôme Jappré, c'est intéressant et en même temps ce n'est pas une surprise, j'imagine. Hein. L'instabilité réglementaire sociale, la crise sanitaire, ces accélérations que vient de nous énoncer Alain Mergier, ça fait beaucoup quand on est chef d'entreprise et quand on est indépendant, puisque vous citiez aussi... La vérité, c'est que le chef d'entreprise ou le travailleur, il est dans une situation où il gère des inquiétudes en permanence, et tout secteur. C'est la caractéristique de son métier. Donc ce que dit Alain Mergier montre l'ampleur. Accélération des transformations du monde, c'est passionnant derrière. Et par exemple, on voit aujourd'hui, pour les entreprises qui ont été victimes des arrêts, les commerces qui ont été fermés, on voit le problème de l'organisation digitale, par exemple, qui est beaucoup plus, qui doit être quelque chose qui permet à l'entreprise ou au commerce de continuer à fonctionner, même dans des cas où le face-à-face n'est plus possible avec des clients. Le commerce va certainement se modifier en profondeur. Il faudra d'abord être capable de résister à la crise telle qu'elle a été, mais de se transformer pour précisément être dans les accélérations du monde, comme dit Alain Mergier. Le gouvernement qui, pour l'instant, donne 500 € d'aide justement à ceux qui voudraient digitaliser leurs produits, comme on dit. Dans ce climat, Alain Mergier, le système de protection sociale est-il en mesure de rassurer à la fois ces entreprises, ces travailleurs non salariés pour les aider, j'allais dire, à se projeter un petit peu dans l'avenir, même à court terme? Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Alors, le système de protection sociale qui pourrait rassurer, qui devrait rassurer, comme l'a rappelé André Renaudin, à la fois les travailleurs non salariés et les entreprises, eh bien, ce système est lui-même un sujet d'inquiétude en tant que tel. Par exemple, le système des retraites, avant réforme, est jugé comme trop complexe, avant réforme, et comme trop complexe par 80%, 83% d'entre eux. L'incertitude sur la pérennité du système de retraite inquiète les interviewés, et notamment quant à leurs revenus.
l'absence de visibilité quant au futur système de retraite et en inquiète 75%. Ils ne savent pas très bien où tout cela va. Et plus globalement, l'avenir du système de protection sociale reste imprévisible pour près de 80% d'entre eux, car les paramètres changent trop souvent. Le fait que les règles du jeu, en quelque sorte, paraissent très mouvantes, produit un effet d'incertitude. Et enfin, 56% des répondants craignent de ne pas avoir une pension de retraite suffisante. On voit que ce chiffre est un peu supérieur à celui donné par Jérôme Jaffray sur la cible grand public. Oui. Et justement, comment expliquez-vous que cette cible soit un peu moins inquiète finalement sur le montant de la pension de retraite que le grand public, que les particuliers? Ce taux est certes moins que pour le grand public, mais il faut rappeler que dans l'enquête que nous avons menée, nos interviewés, à l'exception de certains travailleurs non salariés, appartiennent à une catégorie sociale supérieure, ou dans tous les cas qui ont des revenus plutôt élevés. D'accord. Ce qui explique la différence. Oui. Vous relevez que les travailleurs non salariés se distinguent aussi des entreprises. Sur quelle particularité dans cette crise, Alain Berger? Alors, sans reprendre le détail, ce que l'on constate, c'est que tous les points qu'on a abordés, les aléas auxquels ils sont soumis, les types d'inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de leur activité, la complexité du système de retraite, l'inquiétude quant aux revenus qu'ils vont percevoir à la retraite, donc tout cela, toutes ces inquiétudes sont partagées par les travailleurs non salariés et par les entreprises, mais les travailleurs non salariés sont toujours nettement au-dessus dans l'expression de leur inquiétude. Ils sont toujours plus inquiets sur chacun de ces items. Je voudrais en citer deux. L'instabilité de la réglementation française et européenne inquiète 67% des travailleurs non salariés et uniquement, c'est déjà beaucoup, 50% des entreprises. Il y a là tout ce qui touche aux règles du jeu, aussi bien françaises qu'européennes, produit un effet chez eux qui est plus fort, plus amplifié que pour les entreprises. À cela, il y a une explication. C'est qu'au fond, ils ont moins accès à des conseils ou à des conseils ou à des expertises. On reviendra sur ce problème tout de suite. Deuxième exemple, c'est la montée en puissance rapide des GAFA est crainte par 30% des TNS et seulement 19% des Oui. Alors, une parenthèse ici. On peut dire qu'au fond, à mon sens, ce n'est pas tant le manque d'informations qui est la cause d'inquiétude pour ces TNS. C'est d'une certaine façon l'inverse. C'est plutôt la pléthore d'informations qui circulent sur tous ces sujets qui leur donne le sentiment de perdre pied. Ce qui manque, en réalité, ce n'est pas l'information, mais c'est le conseil, c'est l'expertise qui permet de traiter cette information. Et c'est seulement le conseil d'expertise qui peut permettre de retrouver une part de maîtrise dans le devenir de leur activité. Jérôme Jaffray, je pense que ça vous fait réagir, cette instabilité, voilà, elle revient à plusieurs reprises, instabilité réglementaire, sociale, française, européenne, d'où, à contrario, la force de la règle cadrée et pérenne. Ça n'est quand même pas très rassurant. C'est-à-dire que se plaindre de l'instabilité, c'est réclamer un système figé. Vous ne pouvez pas quand même considérer que rien ne bouge, rien ne change. Il faut s'adapter en permanence. C'est une des leçons de toutes les crises que nous vivons. Nous avons des crises dans tous les domaines. Il faut pouvoir s'adapter à cette situation. Alors, je dirais, ce que j'espère, au-delà du tableau assez sombre que vient d'être dressé de l'étude d'Alain Berger, c'est que nous soyons quand même ce qu'on appelle le pessimisme de l'intelligence et la volonté pour convaincre, l'optimisme de la volonté qui permettent de vaincre ces difficultés. Et par exemple, la pérennité du système de retraite, elle inquiète énormément. Mais je dirais, si le système de retraite ne se réforme pas, on devrait être encore plus inquiet, logiquement, parce qu'à un moment donné, le fameux gâteau familial vient d'évoquer André Renaudin dans une image qui nous parle à tous.
parce que nous avons tous connu le cadeau familial et parce qu'on a faim. l'inquiétude pour savoir si les parts seraient suffisamment conséquentes pour toutes les personnes autour de la table. Chacun pourrait rappeler des souvenirs d'enfance à ce sujet avec inquiétude. Mais on voit bien que si le gâteau n'est pas assez gros, vous êtes dans une situation où le système de retraite ne fonctionne plus du tout. Donc, dire inquiétude sur la pérennité et en même temps, il y a trop d'instabilité, il y a une contradiction d'expression qui fait du coup qu'effectivement, la notion de conseil, d'expertise est la seule façon de pouvoir le lever, comme vient de le souligner Alain. Alors, conseil, expertise, merci Jérôme Jaffré. Alain Mergier, on poursuit cette enquête avec vous. Qu'est-ce qui pourrait justement rassurer davantage les travailleurs non salariés et les entreprises? Alors, ce que l'on constate, c'est que dans ce contexte, on constate un besoin croissant de sécurisation. Ce n'est pas aberrant, bien entendu. Et ici, la protection sociale, et en particulier la prévoyance, est au cœur des préoccupations des cibles aussi bien TNS et entreprises. Et encore une fois ici, tout particulièrement, plus précisément, plus fortement, des travailleurs non salariés. Bien sûr. L'importance accordée au contrat de prévoyance pour sécuriser l'avenir a progressé de plus de 40% de ces professionnels. De nouveau, les TNS sont plus nombreux, sont 43% à s'inquiéter plus qu'avant et à s'intéresser plus qu'avant à ces contrats, contre 34% pour les entreprises. Je pense qu'il y a fort à parier que cette tendance se confirme, voire se renforce. Le sentiment est aujourd'hui que nous sommes entrés en fait dans une époque d'une instabilité durable, qui est un peu une contradiction dans les termes d'une certaine façon. Deux aspects doivent retenir notre attention ici: l'hétérogénéité des crises que nous traversons et le rythme accéléré à travers lequel elles se succèdent. Crise financière de 2008, une espèce de fond comme cela qui met l'accent sur une certaine fragilité de l'économie, puis crise sécuritaire liée au terrorisme, les grèves des cheminots en 2017, les mouvements des Gilets jaunes en 2018, 2019 également, les grèves liées à la réforme des retraites en 2019, et bien entendu la crise sanitaire actuelle qui se répète. Le tout sur un fond de crise environnementale qui englobe l'ensemble. Tous les aspects, toutes les dimensions de la société sont aujourd'hui fragilisées, ce qui ne peut que favoriser, on peut en faire dans tous les cas l'hypothèse sans grand risque, l'attention portée à la prévoyance. Bien sûr, prévoyance, et on va parler dans une petite seconde du rôle justement fondamental de l'assureur. Philippe Crevel, vous vouliez réagir à cette étude également? Oui, la population en fait des travailleurs non salariés est une population extrêmement hétérogène, très diversifiée, avec une segmentation très forte, on va dire avec une partie où on a des professionnels, des experts, où on demande d'ailleurs de plus en plus d'expertise, de savoir-faire. Et donc là, c'est évidemment toute la problématique de la digitalisation, c'est toute la problématique de la compétence. Et de l'autre côté, on a une part croissante des TNS constituée, on va dire, par des travailleurs peu qualifiés. C'est tout ce qui est lié donc à la livraison à domicile, tout ce qui est le bricolage, les petits métiers avant, ce qu'on appelait les petits métiers. Et donc je ne voudrais pas faire de connotation évidemment négative sur le sujet, mais qui se développent fortement avec des problématiques différentes, évidemment, entre ceux qui sont dans l'expertise, dans le professionnalisme important, qui donc doit se projeter dans les nouvelles règles de l'économie digitale, et les autres qui ont un problème, on va dire, de sécurité de revenus, parce qu'ils sont à la tâche, c'est évidemment les chauffeurs, les VTC, et on a des logiques complètement différentes au sein de cette population qui représente aujourd'hui quand même 3 millions de personnes en France. Merci beaucoup Philippe Crevel. Il est 10h48 et vous êtes 143 à nous suivre et à suivre avec attention les conclusions de votre enquête, Alain Mergier, puisque nous parlions de prévoyance, justement, comment ces entreprises, comment ces travailleurs non salariés voient-ils le rôle, la place de leur assureur? Alors, l'assureur apparaît pour la majorité de la cible, c'est-à-dire plus de 50% de cette cible, comme un tiers de confiance qui permet de s'y retrouver, notamment
dans la complexité du système de protection sociale. Et face à cette imprévisibilité, à cette difficulté, à cette inquiétude, il y a deux caractéristiques qui sont essentielles pour nourrir cette relation de confiance entre les travailleurs non salariés, les entreprises et leur assureur. La première caractéristique, c'est la pérennité, ce n'est pas une surprise, mais pour plus de 80% des personnes interviewées, le fait que l'assureur existe depuis longtemps est l'indice de sa pérennité dans l'avenir. Donc la pérennité passée est l'indice d'une pérennité, créer plutôt une confiance dans sa capacité à résister aux aléas de la situation et aux transformations du monde dans le futur. Ce qui se comprend bien entendu, car si un assureur a su résister aux aléas du temps, c'est qu'il a su faire preuve des capacités d'adaptation dont nous parlions tout à l'heure et de réaction qui sont les clés de sa robustesse. La seconde caractéristique est pour plus de 60% des interviewés la forme juridique de société de personnes, autre terme, le statut de mutuelle. Cette forme juridique donne le sentiment d'une plus grande stabilité et notamment parce que dans ce cas, la stratégie de l'assureur, les parties pris de l'assureur n'apparaissent pas fragilisées ou possiblement remises en cause par les souhaits de ses actionnaires. Ces formes juridiques n'ont pas d'actionnaires à rémunérer, ce qui, d'une certaine façon, rassure les assurés. La pérennité de l'assureur rassure les assurés. Ça tombe bien, vous nous rappelez l'âge de la G2R, la mondiale, André Renaudin ? La mondiale est née en 1905, mais en son sein, Via Santé remonte au siècle précédent, au 19e siècle. Le monde mutualiste s'est constitué tout au long du 19e siècle. On est dans votre cible. Merci beaucoup Alain Mergier pour ces études que vous avez livrées en direct au cœur de cette matinée d'échange. Merci Alain. Je vais vous faire donc immédiatement réagir. André Renaudin, tiers de confiance, l'assureur qui est un repère. Que vous inspirent ces données là toutes fraîches ? Alors merci d'évoquer la confiance. Il y a très longtemps que je pense que l'assurance, c'est la confiance. C'est pas seulement en retraite, puisque le jeune qui cotise à 22, 23 ans pourra percevoir sa retraite jusqu'à 95, 96 et au-delà. Donc on s'engage vraiment sur le long terme. Mais ce que nous apporte l'exposé et la présentation de l'enquête d'Alain Mergier, c'est le mot de prévoyance. Il n'y a pas que les engagements de retraite, l'assurance et le besoin de protection sociale de nos concitoyens. Ce sont des questions de prévoyance. Et s'agissant de la population cible, les PME, les ETI, les branches professionnelles, les artisans, les commerçants et leurs salariés également comptent parmi nos 15 millions d'assurés au titre d'une garantie ou d'une autre. Donc nous sommes vraiment impactés, nous sommes touchés et nous les accompagnons. Alors, quels ont été les besoins nouveaux de prévoyance qui ont émergé dès le début du confinement ? Bien, le tout premier a été tout simplement la question des arrêts de travail pour garde d'enfants. L'assurance maladie a reconnu, c'était quand même une innovation, parce que la garde d'enfants n'est ni un accident ni une maladie, a reconnu la garde d'enfants comme pouvant être indemnisée. Il y a bien sûr les maintiens des garanties contractuelles des salariés en situation de chômage partiel. C'est vrai que globalement, les salaires ont été maintenus pour les salariés, même si en moyenne, ils ont baissé de 5% en masse ou en moyenne. Mais enfin, c'est un mécanisme de prévoyance et qui joue le rôle fondamental d'amortisseur social. Le pays ne tiendrait pas, je pense, sinon. Il y a toutes les couvertures offertes aux personnes vulnérables en affection longue durée. Vous savez, les personnes vulnérables pouvaient s'auto-déclarer en maladie. Ça a été une mesure aussi pendant le confinement absolument indispensable. On ne pouvait pas se déplacer. Il y a bien sûr aussi l'aide aux créateurs, travailleurs non salariés, etc. Et bien sûr, toute l'action sociale que le pays engage et que les groupes de protection sociale et AG2R La Mondiale engagent. Alors, tous ces éléments, si je me résumer, montrent que vraiment nous sommes attendus, que ça constitue autant de défis pour notre secteur et pour notre entreprise. Mais comme je le dis à tous mes salariés, nos métiers ont de l'avenir.
il y a une demande de protection sociale qui induit une demande d'imagination. C'est vrai que les choses bougent. J'ai bien écouté le dilemme entre la règle du jeu qui doit être la même, et je m'étais dit, oui, il vaut mieux bâtir sa maison sur le roc, tout à fait clair, que bâtir sur les sables mouvants si on ne sait pas comment ça se passe. Mais c'est vrai que tout évolue. Cette situation de pandémie l'a fait émerger ou a révélé des nouveaux besoins. Et puis, ce qu'on voit, je vais terminer là par la dépendance, la très très grande évolution sociodémographique de ces dernières années, c'est tout simplement l'allongement de la durée de la vie humaine. Ma conviction, c'est que au triptyque de la jeunesse et puis la formation, les études, etc., suivi par la vie active et suivi par la période de retraite, je pense qu'il faudra diviser cette période tellement elle est longue en deux parties. C'est la retraite en bonne santé, oui. Une plage au fond, 63, 80, 83 ans, une vingtaine d'années, en chiffreront. Et puis le grand âge, avec des aléas de la vie qui sont bien différents, des prises en charge qui sont bien différentes, et donc des besoins. On a évoqué la logistique, des aides ou des établissements. C'est tout un panel très, très différent. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à raisonner en deux temps de la vie à partir de la liquidation de la retraite, et pas un, tellement il est long, tellement il est divers. Au cœur de la crise, vous nous avez donné quelques exemples d'accompagnement, mais puisque tout bouge et tout évolue, comment vous travaillez à répondre demain spécifiquement aux nouveaux besoins des entreprises et des travailleurs non salariés ? Alors, un interlocuteur tout à fait fondamental dans notre métier, ce sont les branches professionnelles. Les métiers sont très très divers, chaque branche a ses cas particuliers, que ce soit pour les employeurs et les salariés. C'est souvent une préoccupation largement partagée et donc des échanges qui sont particulièrement féconds. Donc nous avons, branche par branche, un dialogue particulièrement riche avec nos partenaires, avec nos interlocuteurs. Et c'est là qu'on voit émerger des besoins spécifiques à chaque profession de protection particulière. Deuxièmement, nous essayons d'imaginer quel sera le bon produit à offrir, le bon service d'abord à offrir à nos assurés en matière de prise en charge de la perte d'autonomie. Une difficulté pratique, c'est qu'il est difficile d'imaginer le complémentaire quand on ne sait pas quelle est la base. Donc tant qu'on ne sait pas exactement quel choix sera fait par les pouvoirs publics, gouvernement et parlement, entre ce qui relève, Philippe Crevel l'a évoqué, de la mutualisation ou de la socialisation de la prise en charge et ce qui sera laissé au choix individuel, il y a évidemment la place pour l'assurance, pour un produit bien adapté. Mais il est difficile de le concevoir à fond tant qu'on n'a pas cette décision qui incombe au pouvoir public. Oui, très bien. On a encore 4 petites minutes ensemble. On me disait simplement que nous étions 632, chers amis. Donc, je vous remercie de votre fidélité, preuve que ces sujets vous préoccupent. On va, dans quelques instants, à 11h, on a essayé de tenir le timing, passer aux questions et aux remarques qui nous arrivent déjà. André Renaudin, quels grands enseignements, puisque vous nous avez livré déjà votre perception au démarrage de ces études, en tirez-vous aujourd'hui très clairement, notamment sur le rôle des groupes de protection sociale et patrimoniale, un peu plus dans le détail? Eh bien, le grand sujet, je crois, c'est outre cette évolution que nous venons d'évoquer, l'évolution sociale, l'évolution démographique, le grand sujet va certainement être les conséquences de l'allongement de la durée de la vie humaine et donc cette création de la 5e branche, comme je l'évoquais. Au fond, il faudra bien définir quel sera le contenu de cette prise en charge et à ce moment-là, ensuite, se demander comment elle est financée. Alors que souvent, dans notre pays, on parle du financement d'abord et on se demande de quoi ensuite. M'avait frappé pendant la dernière élection présidentielle, tous les candidats parlaient de la prise en charge en assurance maladie sans vraiment définir quelle était la politique de santé, alors que cette crise a bien montré que la première question à se poser, c'est quelle est notre politique de santé, quelle est notre organisation des soins, et puis le qui paye vient ensuite. Et donc, dans le financement, je sors renforcé de tout ce que j'ai entendu ce matin, des études qu'ont présentées Jérôme Jaffray, Philippe Crevel et Alain Mergier, qu'il y aura un partage qui est à faire, qui est à repenser entre la prise en charge par les actifs et la prise en charge par les retraités. J'ai évoqué ceux qui préparaient le gâteau, qui achetaient les ingrédients, qui le préparaient, et puis ensuite ceux qui les convives. Je veux dire, assurément, la base cotisante, parce que la richesse dans un pays n'est produite que par le travail, que par les
les actifs. Évidemment, c'est une règle. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse de se poser la question de savoir ce qu'on met encore à leur charge. Tout simplement, au fond, les actifs travaillent pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour les retraités, parce que nous sommes dans un système en répartition. C'est actif, je cotise pour ma retraite. En fait, c'est les actifs cotisons pour les retraités. Je pense qu'il faudra repenser ce partage, parce qu'on ne pourra pas remettre un fardeau sur ceux qui travaillent, et en particulier sur les jeunes. Je veux dire, l'avenir, ce sont les jeunes. Ils ont aussi des besoins, des prises en charge, des logements qui ne sont pas financés, des enfants à élever. Et donc, avant de savoir exactement quel produit proposer, je crois que la grande question, c'est de se préparer au risque dépendance. On l'a mis en avant, Jérôme Jaffray l'a fait, Alain Mergier l'a développé. Les grandes questions sont sociologiques. Si on ne veut pas penser à sa dépendance, bien, c'est le sujet. En réalité, il faut se préparer à ce risque. Il faut l'envisager et en fonction de son état de santé, de son état de famille, de son environnement, d'habitat. Ce n'est pas la même chose, je dis souvent, d'habiter en face de l'hôpital Georges Pompidou ou au fond d'une vallée de montagne dans un village un peu isolé. Ce sont des situations très différentes. Et donc, il faut faire un vrai constat de sa situation, une analyse de ses besoins futurs, présents et futurs de protection, et à ce moment-là, de regarder quels sont les moyens. Et Philippe Revel me tendait la perche tout à l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est de 110% du niveau de vie de la population en général. C'est ce qui me conduit à affirmer que notre système de retraite est un succès. 110% de niveau de vie par rapport à la population. Que veut-on de plus? Et l'allongement de la durée de la vie humaine fait qu'aussi le patrimoine se transmet du 4e âge au 3e âge. Voilà. Donc, conclusion, c'est oui, ces métiers de protection sociale ont de l'avenir. Oui, il faut continuer d'imaginer ce que sera la prévoyance de demain pour tout le monde, dans toutes les catégories de citoyens et de situations, et puis de voir quel est l'équilibre à faire entre toutes les classes de cotisants. Mais je note que vous avez tenu vraiment à maintenir cette matinée d'échange, preuve qu'on est à un moment charnière où tout est redéfini, justement, André Renaudin. Merci de ces mots. Jérôme Jaffray, Philippe Crevel, il est précisément 11h. Alors, je vous remercie pour cette ponctualité et de manière à laisser le temps aux grands témoins de pouvoir eux-mêmes exprimer leurs inquiétudes, leurs perceptions de la situation. Ils vont nous rejoindre dans quelques instants. Daniel Cariotis de BP Aura, Maëlle Bernier, porte-parole du groupe meilleurtaux.com, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, 642 auditeurs, assurés, intéressés, citoyens français confinés sont avec nous à l'heure où on vous parle, et vous réagissez également sur le hashtag votre protection sociale. Bonjour Daniel Cariotis. Bonjour Wendy, vous allez bien? Ben oui, je suis ravie de vous retrouver. On se connaît un peu et je suis ravie que la distance soit séparée par la technologie. Vous qui êtes directeur général de Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, le regard, le ressenti d'un patron de banque, d'un grand groupe comme le vôtre sur l'étude qu'on vient d'évoquer, sur la partie épargne, sur la protection sociale, sur le rapport des entreprises aussi et des travailleurs non salariés à cette période incertaine, vous permet de faire votre constat et de vous entretenir avec nos interlocuteurs aujourd'hui. Daniel, c'est à vous. Je ne vous étonnerai pas en vous disant d'ailleurs que je partage très largement les grandes lignes des conclusions qui nous ont été présentées depuis 1 heure maintenant. Bien évidemment, au sein de mon entreprise, on observe aussi une augmentation très significative de l'ensemble de l'épargne de tous nos clients. Je dis bien de tous nos clients, particuliers, professionnels, petites entreprises, grandes entreprises, et avec des faits très significatifs, notamment sur les dépôts à vue. Je regardais d'ailleurs ce matin les dépôts à vue au sein de ma banque représentaient 30% de l'ensemble des encours d'épargne en 2018. Aujourd'hui, on est entre 40 et 45%. Donc vous voyez quand même en 2 ans à peine, il y a eu quand même une accélération qui a été assez significative. Et par rapport à ce qui a été dit, moi, je rebondirais peut-être sur 2 points. Bien évidemment, il y a une accélération de l'épargne de précaution, et pour moi, pour 2 raisons. La première, je crois que c'est Alain Mercier qui l'a souligné, c'est qu'on assiste quand même à une accélération des crises. Je rappelle que quand la crise de 2009 est arrivée, ça faisait 80 ans
qu'on n'avait pas eu une crise aussi violente. Bien sûr qu'il y avait eu d'autres crises entre 1929 et 2009, mais pas de cette ampleur. Et là, vous voyez, 11 ans à peine après 2009, on a une crise dont l'ampleur économique est encore bien supérieure à pourtant ce que nous avions connu en 2009 avec une récession très violente, je le rappelle, de l'ordre de 2,4-2,5%. Et donc, il y a une cicatrice. Les cicatrices des crises de 2008-2009 n'ont pas été effacées, notamment pour nos clients, qui soient particuliers entreprises, ce qui peut expliquer que les niveaux d'épargne n'aient cessé en fait d'augmenter sur les 10 dernières années, parce que pour celui qui a connu une crise il y a à peine 10 ans, je pense qu'on s'en souvient encore avec force, pour ne pas dire parfois avec émotion. Et puis le deuxième élément sur l'épargne, et notamment sur l'explosion des quotas vus et de l'épargne liquide, je crois que c'est Philippe Crevel qui l'a souligné tout à l'heure, c'est effectivement la faiblesse des taux de rémunération de tous les produits. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de risque ou de contrainte à mettre, par exemple, une grande majorité de son épargne sur les comptes à vue. À partir du moment où vous avez d'autres produits qui sont à côté et disponibles, mais très faiblement rémunérés, vous avez effectivement, parfois, dans l'attente de jours meilleurs ou dans l'attente d'avoir une meilleure visibilité sur l'économie ou sur votre vision personnelle, vous n'avez effectivement pas de risque à laisser davantage d'épargne sur vos comptes de dépôt. Vous avez une question? Donc c'est normal. Oui. Non, la question, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, c'est sur les artisans commerçants. C'est une population qui est à part. Oui. Et la question, c'est de dire, quel est votre regard? Parce qu'il y a deux sujets pour ces populations-là. Il y a un sujet de revenus, mais il y a un sujet de patrimoine, très souvent qu'on oublie. Moi, je rencontrais une cliente de la banque la semaine dernière, et elle me disait, je suis en train de perdre, elle était à la tête, elle possédait un commerce, je suis en train de perdre l'épargne d'une vie. Donc, quel est votre regard justement sur cette double vision pour certaines populations, une vision de revenus, mais aussi une vision de patrimoine, parce que certains peuvent imaginer qu'ils peuvent perdre globalement le patrimoine qu'ils avaient accumulé depuis 20 ou 30 ans. Bien sûr, on va faire réagir Philippe Crevel et puis André Renaudin, peut-être avant de vous laisser la parole, Daniel. Philippe. Oui, donc sur plusieurs points par rapport à cette intervention. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde de taux d'intérêt négatif. L'État français emprunte à 10 ans à moins 0,3%. C'est quelque chose qui est évidemment historique. C'est lié aux circonstances exceptionnelles, c'est lié à la succession de crises. Et c'est vrai qu'on peut se dire aujourd'hui, les épargnants ne gagnent rien avec le livret A ou avec leur dépôt à vue. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est un service aujourd'hui d'assurer une garantie en capital et que ça a un coût justement pour l'ensemble des établissements financiers et que ce qu'on met à court terme pour avoir une garantie en capital, il faut accepter malheureusement le fait qu'il n'y ait aucun risque et que le risque il est porté par quelqu'un d'autre, l'assureur ou le banquier. Et donc c'est évidemment la conséquence. Sur la question directe, sur le problème du patrimoine et des revenus pour des artisans, pour des commerçants, pour des indépendants. Évidemment que c'est un choc important d'imaginer que l'argent que l'on a mis de côté pendant des années puisse disparaître suite donc, à cette crise sanitaire qui est extrêmement violente. C'est évidemment un drame, des drames personnels. Après, par rapport aux crises qu'on a pu connaître dans le passé, les soutiens publics sont également d'une dimension incroyable. Soutien à la fois avec les prêts garantis par l'État, à la fois avec les aides... qui sont des crédits et des dettes pour l'avenir, malheureusement. Qui sont, certainement, et on verra comment ils sont traités dans les prochaines années, s'il y a des reports. Certains parlent également de transformation en fonds propres. Je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire en la matière. Et si on se projette, si on retourne en arrière, 1929, ça a été extrêmement dramatique. Et si on voit la succession de crises qu'il y avait au 19e siècle, où on pouvait vraiment tout perdre sans protection sociale, aujourd'hui, il faut voir quand même l'importance, et Jérôme Jaffray l'a signalé tout à l'heure, l'importance du système social qui permet en moyenne, et c'est vrai que c'est qu'une moyenne, de garantir les revenus. Aujourd'hui, la perte de revenus en France, moyenne liée à la crise, est de 5% simplement. Et donc, on voit l'apport du système public. Oui, André Renaudin, parce que vous avez un demi-million de commerçants, je crois, chez vous, qui traversent probablement toutes ces réflexions.
Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Philippe Crevel. Moins 5% de la masse des salaires en moyenne pour une contraction du PIB qui sera peut-être du double à la fin de l'année. Voilà, donc ce maintien des pensions, ce maintien au fond des salaires à 5% près en moyenne, j'y reviendrai. Je veux dire, c'est au prix effectivement d'un transfert de dette sur le futur qui est financé aujourd'hui par des emprunts, des financements à taux négatif. La France emprunte à un taux négatif. Et on n'est qu'au début de l'histoire en la matière. Je crois que personne n'avait imaginé, je n'aurais jamais pensé vivre des taux d'intérêt négatifs. Moi, j'ai grandi avec un adage qui disait « le temps, c'est de l'argent ». Là, maintenant, le temps, c'est de la perte d'argent quand le taux est négatif. L'histoire n'est pas écrite. Heureusement, les gouvernants, les responsables des banques centrales, de la BCE, de la Fed sont là pour piloter les évolutions, pour prévoir le plus. Le seul problème des crises, c'est qu'elles préviennent rarement par un avis de passage, que ce soit les crises cardiaques, les crises de foie ou la crise de 29, on ne le sait pas. Mais donc, ce qui importe, c'est d'avoir les outils de pilotage les plus fins possibles pour que tous ceux qui sont aux commandes, je veux dire, lissent ces évolutions. Et pour revenir à la protection sociale, c'est un amortisseur social absolument exceptionnel. Et je rajoute un deuxième point, c'est toujours difficile de parler en moyenne. Il y a toujours, je ne suis pas la moyenne, c'est compliqué. Et dans notre pays, il ne faut pas oublier qu'il y a l'impôt. Il n'y a pas que les cotisations sociales. J'ai toujours dit que j'étais fier de payer l'impôt pour les concitoyens les plus démunis. Merci beaucoup. Merci Daniel Cariotis, c'est directeur général de BP Aura, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Juste un tout petit mot, Daniel Cariotis, parce que on a parlé de ce filet de sécurité momentané, ce prêt garanti de l'État. Alors est-ce qu'on encourage aujourd'hui, quand on est patron d'un groupe comme le vôtre, la distribution de ces prêts, de contracter ces prêts aujourd'hui qui sont quand même potentiellement des bombes à retardement pour ces hommes et ces femmes? Des bombes à retardement, je ne dirais pas jusque-là, mais bien sûr qu'on les encourage. Ma banque a distribué plus de 18 000 PGE depuis le début du mois d'avril, 18 000 PGE pour une grosse banque régionale. Oui. Ça représente un encours de 2,5 milliards d'euros. C'est absolument colossal. Et en même temps, face à une crise invraisemblable, parce qu'on est en train d'évoquer une récession de 10%. C'est stratosphérique. On n'aurait jamais imaginé connaître une récession aussi invraisemblable cette année. Je pense qu'il fallait effectivement que les mesures qui ont été prises soient prises. Elles l'ont été. Et moi, j'encourage depuis le début tous mes clients à prendre un PGE. Et d'ailleurs, si je peux me permettre un dernier commentaire, nos clients, globalement, après ça dépend des secteurs d'activité, des situations de départ bien évidemment, mais sont précautionnés. Et chez moi, j'ai à peine un PGE sur 2 qui est utilisé. Et en fait, les PGE qui ne sont pas utilisés sont sur les comptes de dépôt. Ce qui explique aussi que nous avons un gonflement des comptes de dépôt des entreprises et, oui, et des professionnels, puisque vous avez la moitié des PGE que vous retrouvez sur les comptes de dépôt et qui ne sont pas utilisés par les entreprises. Eh ben voilà. Merci de ces précisions. Merci beaucoup Daniel Cariotis. À bientôt, directeur général de Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, BP Aura. Avec nous, notre deuxième grand témoin, Maëlle Bernier, porte-parole du groupe meilleurtaux.com. Bonjour Maëlle. Bonjour Wendy. On attend, alors vous aussi, votre regard qui a été nourri par le sondage au regard de votre univers, de votre marché. Dites-nous un petit peu votre perception des choses et votre question à qui vous souhaitez. Écoutez, c'est très intéressant parce qu'en fait, dans les retours d'études, j'ai retrouvé plein de choses qu'on a observées, nous, dans le groupe Meilleur Taux. Au moment du confinement, on a eu un pic énorme sur les demandes d'informations sur les produits d'épargne. On était à plus 20% durant le mois de mars, avril, par rapport à ce qui est l'habitude. Et puis, en sortie de confinement, côté placement, ça s'est un petit peu calmé. Et en revanche, on a vu arriver une très, très forte demande d'emprunteurs et de crédits immobiliers et d'infos de très jeunes emprunteurs qui, à mon avis, ont pris la considération de la crise et se sont dit la pierre reste certainement une valeur refuge. Donc, est-ce que c'est peut-être le moment d'emprunter? D'autant plus que, comme ça a été dit, ils se sont retrouvés un peu de force aussi à épargner. Et c'est vrai que l'immobilier reste, quand on a un petit peu d'argent, se dire qu'on va emprunter à 1%, c'est peut-être un bon coup à faire et au moins ça va rester. Vous avez une question, une volonté d'échange avec l'un de nos interlocuteurs ?
Oui, alors je voulais en poser une à Monsieur Geoffrey parce qu'il a une expérience quand même sur les crises et je voulais en fait savoir en quoi cette crise, la crise qu'on traverse aujourd'hui, est différente de toutes celles qu'on a traversées ou qui ont été traversées par la France depuis de nombreuses années. Jérôme Jaffré. C'est un beau sujet, madame. Effectivement, je crois qu'on peut parler de cette crise, elle est spécifique parce que je crois qu'on peut parler d'une génération Covid. Vous savez, les générations, ça ne se crée pas comme ça. Vous avez la génération de la Deuxième Guerre mondiale, la génération de la guerre d'Algérie, la génération de mai 68, la génération du 11 septembre 2001. Nous avons la génération Covid. Et la génération Covid, elle touche évidemment toutes les tranches d'âge qui seront marquées, mais les jeunes au premier chef, parce qu'eux vivront toute leur vie avec le fait qu'ils ont vécu la crise sanitaire, le confinement, la difficulté de perspective d'entrée de carrière qui se pose à eux. Donc c'est un des impacts extraordinairement profonds. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une crise, c'est un choc, mais ça peut être une chance. C'est ça la caractéristique des crises, parce que vous pouvez rebâtir des choses à partir de la crise. La crise, elle touche la vie personnelle des Français, cette crise que nous vivons. Elle touche la vie scolaire, la vie universitaire. Voilà, quand les facs n'ouvrent plus et ne font que du distanciel, le rapport à l'étude, l'enseignement, à la constitution de liens générationnels que permet la faculté disparaît, ça compte. Il y a l'entrée des jeunes dans la vie active qui est rendue beaucoup plus difficile. Ça, c'est quelque chose de considérable. Et je pense qu'il nous faudra plusieurs années là pour réparer cette dimension. Il y a la vie sociale qui est touchée, quand vous ne pouvez plus sortir, que vous ne pouvez plus aller dans les restaurants, dans les bars, dans les commerces. C'est un autre rapport à la vie sociale. La vie d'entreprise est touchée profondément. Le télétravail est quelque chose qui change le rapport du salarié à l'entreprise là où il a eu lieu. Et finalement, chaque entreprise, après la crise du Covid, on finira par en sortir, devra se poser la question de savoir le rapport du salarié au travail, au bureau, au travail en équipe, comment est-ce que ça peut évoluer, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, est-ce qu'il y a du positif à tirer. Et puis, donc, la vie des entreprises. Et puis, et là, je vais après la dépendance chère à André Renaudin, le retour de la mort dans la psychologie collective que marque cette crise, c'est-à-dire quelque chose qu'on avait tendance à gommer dans nos sociétés. Donc, c'est un impact profond, mais ça peut être une chance parce qu'il y a des capacités d'adaptation, qu'il faut développer des solidarités et qu'il faut savoir innover. C'est l'innovation qui, par exemple, sauvera le commerce demain. Alors, il y a le directeur général des banques populaires d'Auvergne-Rhône-Alpes le soulignait, l'inquiétude des commerçants. C'est sûr, c'est aussi une inquiétude sur la valeur de leurs biens. Tout simplement. Et pour ceux qui, par exemple, approchaient du départ, donc de la vente du bien, dans leur perspective, c'est une inquiétude majeure, absolument. Mais je dirais que pour les commerçants en général, il y a l'innovation qui doit être la clé de l'évolution et qu'il faut appliquer dans tous les domaines. De cette crise, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme innovation? Et de cette crise, est-ce qu'un bienfait peut naître? Voilà des grandes questions. Merci, que je peux vous retourner, Maëlle Bernier. Comment on peut se renouveler, se réinventer avec cette crise? Alors, si on parle juste du marché immobilier, on a bien vu les visites virtuelles, mais enfin, ça va avoir, va avoir ses limites. Alors, le marché de l'immobilier, effectivement, il faut se réinventer. Il faut se réinventer dans les garanties, dans la peur de l'achat, dans la peur d'acheter, de vendre. Il faut que les gens croient encore, évidemment, en l'avenir. Mais nous, effectivement, en tout cas sur l'immobilier, on sent vraiment, et plus que jamais, que c'est vraiment la valeur, vraiment refuge. Il ne nous restera peut-être pas grand-chose, mais au moins il restera ça, et c'est vraiment la démarche des emprunteurs. Merci Maëlle Bernier, porte-parole du groupe meilleurtaux.com. Il est 11h15, vous êtes 642, chers amis, chers auditoires. Dans quelques instants, je vais relayer à André Renaudin quelques questions que vous vous posez. Et je suis ravie d'accueillir dans cette matinée d'échange Agnès Vernier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour Wendy. Directrice de l'IFRAP. Merci de venir nous porter aussi votre regard ciselé, aiguisé. J'imagine sur la retraite, mais je ne sais pas si j'imagine bien. Je vous laisse faire le constat avant d'échanger avec nos invités. Oui, on est évidemment dans cette période d'épargne forcée que tout le monde a évoquée depuis plusieurs minutes maintenant, avec les 100 milliards d'épargne supplémentaire dont on parle beaucoup. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour que cette épargne, elle serve aux Français pour leur avenir, c'est-à-dire pour leur retraite future, et
comment faire pour qu'elles servent aussi pour financer notre économie, nos entreprises. On l'a vu, elles sont chahutées, elles souffrent énormément, elles auront besoin de capitaux dans les prochaines années. Et force est de constater qu'en France, on a moins de retraites par capitalisation qu'ailleurs. C'est seulement 2,4% des cotisations versées. En encours, ça représente que 200 milliards d'euros. C'est très faible, c'est moins de 10% du PIB, quand les Hollandais sont à 138% du PIB, les Suisses à 140%, les Suédois un peu moins à 80%. Et donc se poser la question, comment faire pour avoir des retraites plus importantes, et c'est d'ailleurs un peu le sujet aussi de votre étude. Les Français s'inquiètent pour leur pension. Est-ce que ça leur permettra de vivre correctement et se dire qu'on n'a peut-être pas tout fait pour faire en sorte que cette épargne, elle soit placée aussi pour la retraite des Français, et notamment dans les dispositifs qui existent déjà. Alors moi, ce que j'ai regardé en faisant un petit peu le tour d'Europe, c'est que finalement, au niveau fiscalité, on pourrait s'améliorer. C'était ça la question que je voulais poser à vos intervenants. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une fiscalité beaucoup plus incitative en faisant sauter, par exemple, pour tout ce qui est investissement de l'employeur pour la retraite de ses salariés, eh bien, le forfait social, donc aller beaucoup plus loin dans l'incitatif. Pourquoi est-ce qu'un citoyen français, quand il abonde sa retraite, et surtout en ce moment avec cette épargne supplémentaire, pourquoi il n'aurait pas plutôt un crédit d'impôt beaucoup plus important en termes d'efficacité pour l'inciter, plutôt qu'une mesure d'assiette qui est intéressante mais qui finalement ne concerne que ceux qui sont au-delà du taux d'imposition au moins à 30%. Et donc, cette question qui est assez simple, c'est finalement, est-ce qu'on veut vraiment créer des fonds de pension à la française ? Est-ce qu'on veut vraiment avoir cette capacité d'investir nous-mêmes dans notre économie pour le futur, sachant que pour innover, pour créer des nouvelles entreprises, pour réindustrialiser la France, pour financer nos startups de demain, oui. Celles qui créeront l'emploi, qui remplacera cet emploi qui est détruit en ce moment, eh bien, on a besoin de cela. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le patron de Moderna, c'est complètement dans l'actualité, en disant moi, je n'ai pas pu trouver les 5 milliards d'euros en France pour financer mon entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de fonds de pension à la française. Et ça, si on voulait se mettre dans les clous de la Suède, il faudrait 2000 milliards d'encours. De retraite par capitalisation aujourd'hui, on en est loin, on est à 200. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 10. Oui. Et je pense que jusqu'à maintenant, et on a beaucoup parlé de l'État tout à l'heure, jusqu'à maintenant, on a toujours incité les Français à financer la dette publique plutôt qu'à financer l'avenir, qu'à financer leurs pensions, en misant tout sur un système par répartition qui finalement montre aussi ses limites dans la crise. Donc voilà, est-ce qu'on ne peut pas créer une fiscalité beaucoup plus incitative qui finalement est gagnante-gagnante, parce qu'à la fois elle permet à tous les Français d'avoir de meilleures pensions, mais aussi de financer l'économie. Merci Agnès. Philippe Crevel vous répond, directeur du Cercle de l'épargne. Oui, Agnès soulève évidemment une question importante à laquelle je suis attaché et sur lesquelles je travaille depuis de très nombreuses années, sur l'épargne retraite, sur les fonds de pension depuis Alain Madelin et les contrats Madelin justement de 1994 jusqu'à donc aujourd'hui la loi Pacte. Et il faut souligner à ce niveau-là que pour la première fois un gouvernement a décidé de réformer l'ensemble de la législation de l'épargne retraite pour faire un système cohérent avec le plan d'épargne retraite qui associe volet individuel et volet collectif en entreprise. C'est une véritable première et il faut quand même se féliciter. Des efforts ont été faits également sur le forfait social pour l'abaisser, en particulier donc sur tout ce qui est épargne salariale. Ce n'est pas suffisant, on pourrait aller plus loin pour aller dans le sens d'Agnès Verdier, mais il y a quand même quelques petites contraintes de fiscalité, de recettes, et quand on ne veut pas évidemment gonfler le déficit, on évite évidemment de réduire trop fortement les recettes fiscales. On est pris entre les contradictions, il faudrait faire des économies budgétaires et je sais que l'IFRAP travaille très fréquemment sur le sujet. En matière d'épargne retraite, j'ai parlé du PER qui s'installe malgré la crise, malgré le fait qu'il y a eu le confinement. C'est un produit qui aujourd'hui reçoit donc un accueil plutôt très favorable au sein des entreprises et au sein donc des Français. Évidemment qu'il faut espérer qu'une partie non négligeable de l'épargne Covid
puisse aller vers des placements de long terme. Ça suppose la restauration de la confiance, mais ce sera dans la durée. Est-ce qu'il faut améliorer les dispositifs fiscaux ? Je l'ai dit, évidemment qu'on est tous favorables, évidemment qu'il y a des limites, mais on a aujourd'hui les outils nécessaires pour faire de l'épargne retraite. À la limite, sur l'histoire des entreprises et sur l'histoire de Moderna, deux problèmes se posent. Premièrement, il y a des règles en France de solvabilité qui s'imposent aux assureurs où on ne peut pas mettre tout en action parce qu'il y a des obligations et c'est d'ailleurs une règle qui n'est pas propre à la France mais qui s'applique au niveau européen. Deuxième problème pour tout ce qui est start-up et tout ce qui est donc entreprise à faible capitaux, enfin en émergence, c'est le fait que le marché français est trop petit. Il faudrait créer un marché européen au niveau financier, un réel marché européen, comme les États-Unis l'ont à l'heure actuelle. Prémisse d'échange très intéressant. Je vous renvoie à la fois aux études du Cercle de l'épargne et à vos terrains de recherche, Agnès Verdier-Molinier, pour l'IFRAP. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je voudrais garder un petit peu de temps parce qu'on a énormément de questions d'internautes. Vous êtes 645 à l'heure exacte où nous parlons, 11h24. Question pour vous, André Renaudin de Yannick. Cela a-t-il encore du sens de parler de protection sociale en cette fin d'année 2020 alors que l'économie est en panne ? Oui, plus que jamais. L'économie n'est pas en panne à proprement parler. Je veux dire, une baisse de PIB de 10% fait qu'il y a quand même 90% de richesses produites. Donc la question, c'est le pilotage de la protection sociale, le pilotage de la situation sanitaire d'abord, et puis de ses conséquences. Je pense que la protection sociale joue un rôle d'amortisseur exceptionnel. Les droits à retraite sont considérables. Je veux dire, nous engageons l'avenir avec les cotisations des actifs. Et tout ceci est piloté, me permet de dire, je suis bien placé pour dire bien piloté. Je veux dire, que ce soit au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, que ce soit celui de l'Agirc-Arrco, je veux dire, c'est bien fait depuis des années. Et d'ailleurs, même dans ce système en répartition, 70 milliards d'euros de réserves avaient été constitués, ce qui permet d'absorber les éventuels chocs. C'est vraiment de les amortir. Et récemment, le conseil vient de décider du maintien des pensions. Voilà, donc tout ceci est encourageant. L'assurance, c'est la confiance. C'est vrai pour les branches de sécurité sociale comme la protection sociale complémentaire. Une autre question arrive pour vous dans un instant, André, mais une question pour Jérôme Jaffré de Julien. Selon vous, ce constat sur le taux d'épargne des Français pendant le premier confinement va-t-il se renouveler devant ce nouveau confinement ? Je ne suis pas devin, mais c'est vraisemblable, et ça a été souligné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les commerces ont été fermés, les bars et les restaurants fermés, vous êtes dans une situation où une partie de dépenses faites par les gens se trouve retardée ou annulée. Alors retardée, par définition, ça peut se rattraper et les commerçants espèrent bien ouvrir d'ici une dizaine de jours maximum pour pouvoir faire une fin d'année qui leur permette quand même de sortir la tête de l'eau. C'est carrément l'enjeu, c'est bien de soigner les gens, faut pas laisser couler les gens parallèlement. Ça, c'est un enjeu absolument fondamental. Bon, ce qui est annulé, en revanche, crée l'épargne et favorise l'épargne. Je pense qu'il y a toute une catégorie de Français qui ont constitué une épargne dans cette période, qui l'ont alimenté encore avec le deuxième confinement. Tout le problème, c'est de savoir s'ils vont s'orienter, comment vont-ils orienter leur épargne ? Est-ce qu'elles vont rester dans l'idée qu'elle soit mobilisable à tout moment ou est-ce qu'elle peut s'inscrire dans des placements à plus long terme ? Là, c'est une des grandes questions pour l'année 2021, pour nos futures rencontres. C'est ça, exactement, avec plaisir. Question de René, André Renaudin, pour vous. Pensez-vous que la gestion indigne de la vie des résidents avec la Covid dans les EHPAD va obliger à revoir la conception de ces EHPAD pour prévoir des lieux de vie par groupe de chambres, par exemple ? Oui, il y a EHPAD et EHPAD. Je connais bien des groupes d'EHPAD où le taux de mortalité n'a pas été très différent pendant le pic de pandémie que pendant une année normale. Mais c'est vrai qu'il y a eu ici et là des clusters. Je l'ai dit, la 5e branche de sécurité sociale, à mon avis, doit avoir engager un énorme effort dans la logistique, que ce soit pour les EHPAD, les maisons de retraite médicalisées ou pas, les maisons de retraite, etc. C'est un enjeu absolument fondamental et qui concerne aussi la formation des personnels, parce que ce n'est pas facile pour eux. Ils ont fait un travail exceptionnel, souvent dans des conditions difficiles, avec l'incompréhension des pensionnaires, des familles. Et effectivement, ici et là, il y a pu y avoir des situations douloureuses. Mais tout ceci doit se préparer. Il faut que nous utilisions
réflexions les mois devant nous pour préparer l'avenir et pas nous retrouver en plan d'urgence dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Voilà, c'est l'enjeu des réflexions actuelles à mon avis. Très bien, beaucoup de questions. Il y en a une pour vous, Philippe Crevel, de Jean-Philippe. La crise sanitaire provoquera une défaillance des entreprises en termes de versement de cotisations. Devons-nous repenser le financement de notre protection sociale et tendre vers un système de santé à l'allemande ? Tout ça en 1 minute, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises peuvent être amenées à réduire le versement des cotisations sociales avec le chômage partiel, et ce qui entraîne d'ailleurs un déficit important au niveau de la sécurité sociale et au niveau en particulier des régimes de retraite, qui auraient dû être à l'équilibre en 2020 et qui vont certainement connaître un déficit près de 20 milliards d'euros. L'idée de changer les modalités de financement de la sécurité sociale, je dirais que ça fait déjà longtemps que les gouvernements successifs, de droite, de gauche ou du centre, y travaillent, avec notamment l'introduction de la CSG, donc en 1991, donc 1992 avec Michel Rocard, et qui est aujourd'hui un des grands apporteurs de ressources pour la sécurité sociale. On voit que d'ailleurs le gouvernement l'avait fait en 2017-2018. Est-ce qu'on peut aujourd'hui supprimer l'ensemble des cotisations sociales ? Non, parce qu'on ne pourrait pas avoir un financement par la TVA, sinon on aurait des biens de consommation à des prix tels qu'on aurait un problème de pouvoir d'achat. Il faut simplement veiller à être économe en matière de protection sociale, parce que derrière, ce sont des emplois qu'on met en jeu. C'est ça. Merci beaucoup, Philippe, pour cette réponse tenue. On a encore 5 petites minutes, beaucoup de questions, mais on peut prolonger, je pense, avec vous ensuite ces questions-réponses. Wahiba, alors je résume un petit peu, mais de manière générale, elle se dit surprise par ces études, par ces chiffres, parce qu'elle a raison de souligner que les files d'attente s'allongent au Resto du Cœur, que les demandes à la Banque alimentaire augmentent également, malheureusement. 1 million de pauvres, de Français passés sous le seuil de pauvreté depuis le mois de mars, 300 000 SDF, vous connaissez ces chiffres-là. Beaucoup de personnes ne se soignent plus, dit Wahiba. Comment peut-on expliquer ce décalage peut-être entre l'étude et cette réalité, Jérôme Jaffray ? Je ne crois pas qu'il y ait décalage. Il y a plusieurs France. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des France protégées. Les revenus ont été garantis, les pensions versées, la vie financière économique n'a pas changé si la vie personnelle est touchée par la crise sanitaire. Donc une France protégée, il y a une France qui a pu continuer à être active, qui a pu continuer à travailler, le télétravail ou ce qu'on a appelé les premiers de corvée, ceux qui restaient en première ligne pour continuer à travailler pendant le premier confinement. Donc, vous avez une situation où, effectivement, on voit bien les catégories qui ont particulièrement souffert. Ce sont les intérimaires, suppression des contrats d'intérim. Évidemment. Ce sont les personnes, les travailleurs non salariés d'Alain Mergier, parce que eux, les commandes se sont brutalement arrêtées et que les systèmes de protection sont peut-être pas suffisamment adaptés à leur situation, mais peut-être eux-mêmes n'ont pas assez réfléchi au risque de situation d'interruption d'activité. Et là, la crise, d'abord, il faut effectivement aider tous ces gens à surmonter les difficultés de la période. Le rôle des assureurs. Voilà, et le rôle des pouvoirs publics, et des associations qui jouent un rôle absolument décisif. Je vois par exemple aussi des conseils régionaux qui subventionnent davantage les restos du cœur, les banques alimentaires, tout ça, c'est un effort de la collectivité, donc un effort de chacun d'entre nous pour s'y consacrer. Mais après, pour les travailleurs non salariés, la question de leur protection dans des périodes difficiles, c'est aussi à eux de l'aborder et de la traiter. Ils savent maintenant que leur activité ne peut pas être permanente et lisse. C'est une information capitale pour leur vie. Jérôme Jaffray, merci. Dernière question pour vous, André Renaudin, d'Hélène, qui est retraitée et qui dit découvrir avec une grande inquiétude que sa retraite n'est pas garantie. Que pourrait-il arriver et comment, vous demande-t-elle ? Alors, effectivement, si j'ai pu prendre la métaphore du gâteau, je veux dire, heureusement, il y a des pilotes des régimes. Si j'ai évoqué aussi le choc démographique à partir de 2025, du grand âge et de l'entrée du nombre d'octogénaires, il n'y aura pas de choc sur le niveau des pensions. Je viens de l'évoquer, les partenaires sociaux ont décidé du maintien des pensions, même si la masse salariale a baissé de 5%. Je veux dire, les réserves constituées là sont là pour amortir le choc. Donc,
le système est piloté dans la durée. Je n'imagine pas facilement une baisse des pensions. La grande question, c'est un peu le curseur, c'est l'ouverture des droits plutôt. Je ne vois pas d'autre solution. Je veux dire que les droits acquis au bout de X années de travail soient légèrement minorés le moment venu. Je ne crois pas du tout à l'âge légal de la retraite qui soit le même pour tout le monde, etc. Il n'y a que des situations individuelles. Effectivement, dans cet allongement de la durée de la vie humaine, il est vraisemblable qu'un certain nombre de nos concitoyens travailleront 1 an de plus pour acquérir plus de droits et maintenir que ces droits maintiennent bien le niveau de pension auquel Hélène aspire, et bien légitimement. Donc tout ceci est bien piloté. Les évolutions, heureusement, démographiques sont assez lentes, et les études démographiques sont sur 50 ans. On sait à peu près, de façon très précise, aux pandémies près, je veux dire, quel est le niveau de population active et retraitée. Question pour terminer, annexe et complémentaire à votre propos à l'instant, de Jean-Louis. Quel sera l'impact du Covid sur les cotisations des mutuelles dans les années à venir ? Alors, actuellement, il y a tout un débat engagé avec les pouvoirs publics sur le partage, effectivement, de moindres dépenses de santé. C'est une réalité. Pendant la période de confinement, il y a eu moins de consultations. Ensuite, il y a des rattrapages de soins. Si je ne me soigne pas pendant un certain temps, je veux dire, hélas, mon état de santé peut empirer, exiger des soins complémentaires. Et puis, cette fameuse taxe sur les organismes complémentaires d'assurance maladie. Donc, l'équilibre de nos résultats est encore fragile. Les comptes ne sont pas arrêtés. Je crois que le facteur déterminant sur le long terme, c'est le vieillissement de la population. Les besoins de soins d'une population âgée sont supérieurs à ceux d'une population jeune. C'est une tautologie. Je dirais, il faudra bien faire peser la charge des conséquences de ce grand âge, plus la légitime aspiration de nos concitoyens à être en bonne santé. Je veux dire, on aspire à être en bonne santé. Donc la question, c'est plutôt le positionnement du curseur que les conséquences de la pandémie qui seront, je l'espère, bien conjoncturelles. Monsieur le directeur général d'AG2R, La Mondiale, je pense que vous avez bien fait de maintenir cette matinée d'échange qui a été très suivie. 652 personnes pour cette heure et demie d'échange. Et merci à tous ceux qui saluent votre expertise et la qualité de ces échanges. Jérôme Jaffray, merci beaucoup. Bon anniversaire Philippe Revel. Merci. Ça tombait bien Wendy. de se réunir ce matin. Merci à tous. Cela est disponible en replay si vous voulez partager cette conférence du matin sur le site d'AG2R La Mondiale, transmis à tous les collaborateurs du groupe. Merci beaucoup. Merci Wendy. De votre confiance. Merci à tous. Et à bientôt.